Je me souviens encore de ce week-end comme si c'était hier. Le genre de souvenir qui s'incruste dans ta mémoire comme une cicatrice. C'était à Saint-Clair-sur-Mer, un petit village côtier de Charente-Maritime où les maisons blanches se reflètent dans les canaux calmes et où les touristes ne viennent qu'en juillet. Moi j'y étais allé en juin, quand tout est encore un peu désert, silencieux, presque trop paisible. Mon ami Hugo m'avait invité dans la villa de ses parents, une grande maison moderne avec terrasse en bois, piscine chauffée et surtout un accès direct au canal. On était 3 garçons, Hugo, moi et Karim, notre pote de lycée. On venait de passer notre bac et ce week-end devait être notre rite de passage. 3 jours de liberté totale avant d'entrer dans la vie d'adulte. Karim avait emprunté la vieille Peugeot de son frère et conduit toute la route depuis Nantes. La musique à fond, le coffre rempli de bière, de chips et de fringues. Hugo avait promis que personne ne viendrait nous déranger. Ses parents étaient à Rome, sa sœur en colonie, la maison entièrement à nous. Quand on est arrivé, le soleil commençait à descendre et la lumière dorée tapait sur l'eau. On a ouvert les volets, allumé les enceintes, et l'air salé s'est mélangé à l'odeur du barbecue électrique qu'Hugo a branché aussitôt. On riait, on se sentait invincible. Vers 20h, Hugo a commencé à parler de filles du coin qu'il connaissait vaguement via Instagram. Il a envoyé quelques messages, des blagues, des émojis. 30 minutes plus tard, 3 d'entre elles ont répondu. Chloé, Maëva et Jade. Elles étaient à quelques rues de là, dans une maison louée entre copines pour la semaine. Elles ont dit qu'elles passeraient pour un verre. À ce moment-là, tout nous paraissait parfait. La nuit tombait lentement, le ciel virait à l'orange sombre, et la musique d'Angèle flottait sur la piscine. Les filles sont arrivées un peu avant 22h, riant fort, parfumées au monoeil, habillées de façon à tuer tout bon sens. On s'est installé dehors, autour de la piscine, les bières s'entrechoquant, les rires montant de plus en plus fort. À minuit, Karim a proposé qu'on aille se baigner. On s'est déshabillé, jeté dans l'eau tiède, moitié sobre, moitié ivre, heureux comme jamais. Et puis sans prévenir, Hugo a coupé la musique. Son visage s'est figé. Il fixait quelque chose derrière moi, de l'autre côté du canal. J'ai tourné la tête. Il y avait une silhouette, debout sur le quai opposé, totalement immobile. À cette distance, on ne distinguait rien, ni le visage, ni les vêtements. Juste une ombre. « Tu connais les voisins ?» a demandé Maëva, un peu mal à l'aise. Hugo a secoué la tête. « Non, la maison est vide. Ils sont partis depuis 15 jours. » Chloé a ri nerveusement, pensant que c'était une blague. Mais le regard d'Hugo m'a glacé. La silhouette ne bougeait pas, comme si elle nous observait. Le vent s'était levé, les palmiers frémissaient, la lune dessinait des reflets argentés sur l'eau. On est sorti de la piscine, mal à l'aise, en se séchant rapidement. Et soudain, Karim a juré « Putain, il y en a 3 maintenant !» Il avait raison. 3 autres silhouettes venaient d'apparaître à côté de la première, toutes tournées vers nous. Aucun son, aucun mouvement, juste 4 formes humaines alignées dans la nuit. Un frisson n'a parcouru l'échine. Hugo a murmuré « Rentrez !» Personne n'a discuté. On a couru vers la baie vitrée. À peine entré, un bruit sec a retenti. Des éclaboussures, rapides, fortes, comme si quelqu'un plongeait dans le canal. Puis 4 autres. On s'est figé. « Il nage !» a crié Maëva. Karim a verrouillé la porte vitrée en vitesse pendant qu'Hugo fermait la porte d'entrée. Les filles pleuraient déjà. On s'est réfugié dans le salon, la lumière éteinte. À travers les stores, on voyait les reflets mouvants de l'eau, et chaque petit bruit dehors semblait amplifier la panique. Puis au-dessus de nous, un craquement. Léger, mais distinct. Le balcon. Hugo a blêmi. « J'ai oublié la porte du balcon. » On a entendu un pas. Puis un autre. Lent. Calme. Comme si quelqu'un marchait juste au-dessus de nos têtes. Personne n'osait respirer. Les filles tremblaient. Karim a pris un couteau de cuisine, moi une bouteille vide. On s'est regardé, sans savoir quoi faire. Le silence pesait comme un couvercle. Puis un bruit violent. Un objet tombé dans la chambre d'Hugo. Un vase peut-être. Là c'était trop. On a couru tous ensemble vers la sortie avant. Karim a démarré la voiture en trombe, la musique encore à fond, le moteur hurlant dans la nuit. On ne s'est arrêté qu'au poste de police de Saint-Clair. Les officiers ont pris notre déposition, plutôt sceptiques. Quand ils sont retournés à la maison, ils nous ont rappelé au petit matin. Quelqu'un vient bien été. La chambre d'Hugo avait été retournée, plusieurs objets volés, et surtout le bateau familial avait disparu. Le capitaine de la gendarmerie a dit que c'était sûrement une bande organisée. Des jeunes cambrioleurs qui repèrent les villas de vacances.
Mais une chose ne collait pas. La clé du bateau. Hugo la cachait toujours dans un compartiment sous le siège avant, un endroit que seuls ses parents connaissaient. Comment ces types avaient-ils pu le savoir? Les gendarmes ont cherché dans tout le port, aucun signe du bateau. Pendant des semaines, Hugo n'a plus dormi. Il disait que certaines nuits, il rêvait de ces silhouettes au bord du canal, de leurs visages invisibles. Karim, lui, a prétendu avoir reconnu quelque chose sur un des types, un tatouage sur l'avant-bras, qu'il croyait avoir déjà vu au skatepark du village. Mais sans preuve, rien n'a jamais été fait. L'été s'est terminé. Chacun est reparti dans sa ville. Je me suis juré de ne plus jamais mettre les pieds à Saint-Clair-sur-Mer. Pourtant, 4 ans plus tard, je vais y retourner. Et tout recommencera. Parce qu'une ombre du passé viendrait apparaître. Et cette fois, ce n'est plus une silhouette de l'autre côté du canal. C'est quelqu'un que je connais. 4 ans ont passé depuis cette nuit-là, mais je jure que je me souviens encore du bruit de l'eau, des éclaboussures et du silence qui a suivi. Après le cambriolage, nos vies ont pris des chemins très différents. Karim a quitté la France pour étudier à Montréal, Hugo est resté à Nantes, et moi, j'ai poursuivi mes études de journalisme à Bordeaux. J'ai essayé d'oublier, de rationaliser, de me convaincre que tout cela n'était qu'un accident, une mauvaise coïncidence, une histoire de gamin trop naïf. Mais chaque fois que je voyais la mer, chaque fois que j'entendais le vent souffler contre une vitre, quelque chose en moi se refermait, comme si cette nuit m'avait marqué au fer rouge. Puis un jour, à la fin de mes études, j'ai reçu un message d'Hugo. Court, sec, presque froid. On devrait se revoir. J'ai quelque chose à te dire. On ne s'était pas parlé depuis des années, et j'ai d'abord hésité à répondre. Il a insisté, m'envoyant l'adresse d'un bar au centre de La Rochelle. Par curiosité, j'y suis allé. Quand je suis arrivé, Hugo était déjà là, assis au comptoir. Il avait changé. Son visage s'était affiné, ses yeux semblaient plus sombres, plus fatigués. On s'est serré la main, maladroitement. Après quelques banalités, il m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu te souviens du bateau ?» J'ai senti mon estomac se contracter. Bien sûr que je m'en souvenais. « Il a été retrouvé », a-t-il ajouté. Il m'a expliqué qu'une équipe de pêcheurs avait signalé un vieux bateau échoué au large d'Oléron, à moitié submergé. La gendarmerie avait confirmé qu'il s'agissait bien du bateau de ses parents, malgré la peinture refaite et le numéro limé. Hugo avait été convoqué pour identifier certains objets à bord. Et c'est là que l'histoire prenait une tournure étrange. Dans la cale, ils avaient trouvé un sac étanche contenant des papiers, des cartes maritimes, un appareil photo brisé et une clé de maison. Une clé avec un porte-clés gravé H. Martin, Saint-Clair-sur-Mer. C'était le nom de son père. « Comment c'est possible ?» avais-je demandé. « Aucune idée. Mais ce n'est pas tout, » a-t-il répondu. Il m'a raconté qu'un gendarme lui avait montré des photos du contenu de la carte mémoire récupérée dans l'appareil. La plupart étaient inutilisables, mais certaines montraient des clichés récents du port de Saint-Clair, de la plage et de la villa de ses parents, prise à travers des buissons, de nuit. Quelqu'un avait observé la maison pendant des mois. « J'ai l'impression qu'on nous a jamais vraiment quittés », a murmuré Hugo. Je ne savais pas quoi dire. Il a ajouté qu'il retournait à Saint-Clair le week-end suivant, pour mettre les choses au clair. Et sans me laisser le temps de réfléchir, il m'a demandé de venir. Une partie de moi voulait refuser, mais la curiosité, ou peut-être le besoin de comprendre, l'a emporté. On a pris la route un samedi matin, dans une petite Clio qui sentait le café renversé. Le trajet était silencieux. Quand on est arrivé, tout semblait identique. Les mêmes maisons blanches, les mêmes volets bleus, la même odeur d'iode. Pourtant, quelque chose avait changé. L'endroit paraissait plus vide, plus vieux, comme figé dans le temps. La villa des Martins était restée fermée pendant des mois, à l'exception du gardien qui venait tondre la pelouse. Hugo avait récupéré les clés auprès de son père. En ouvrant la porte, une vague de souvenirs m'a percuté. Le carrelage froid sous mes pieds, la terrasse, la baie vitrée où nous étions réfugiés. Le bruit des pas sur le balcon. Tout était pareil, mais l'air semblait plus lourd. On a fait le tour de la maison. Rien d'anormal, si ce n'est la trace d'une serrure changée sur la porte du balcon. Hugo a sorti la clé trouvée dans le sac et l'a glissée dans la vieille serrure qu'il avait remplacée. Elle entrait parfaitement. « Tu comprends maintenant ?» a-t-il dit d'une voix basse. « Quelqu'un est revenu ici après nous. Quelqu'un qui avait cette clé. » On est resté silencieux quelques secondes, puis il m'a tendu un dossier que la gendarmerie lui avait remis. Parmi les photos, une m'a glacé. Une image prise de loin, au téléobjectif. On distinguait Hugo et moi, ce soir-là, dans le jacuzzi. La photo datait de 2019. Elle avait été imprimée puis rangée dans le sac retrouvé à bord du bateau.
Quelqu'un nous avait pris en photo depuis l'autre rive, au même moment où tout avait commencé. La gorge serrée, j'ai demandé « Tu crois que c'était eux les cambrioleurs ?» Il a secoué la tête. « Non, je crois que c'était quelqu'un d'ici. » Le soir, on a dormi à l'étage pour comme exorciser les souvenirs. La maison craquait au moindre souffle. Vers 3 heures du matin, un bruit m'a réveillé. Un moteur, lointain, sur l'eau. Je me suis levé, tiré le rideau, rien. Juste l'allure d'un réverbère qui se reflétait sur le canal. Puis un flash. Bref, net, comme un appareil photo. J'ai sursauté. J'ai appelé Hugo, mais il dormait à point fermé. Le lendemain, j'étais persuadé d'avoir rêvé, jusqu'à ce qu'on descende au jardin. Sur la rambarde du balcon, posée quoi récemment, il y avait une enveloppe plastique. À l'intérieur, une seule photo, imprimée en noir et blanc. On nous voyait, Hugo et moi, en train d'ouvrir la porte de la maison la veille. Sur le verso, un mot, écrit à la main. « Bienvenue à la maison ». Hugo a pâli. Moi, j'ai compris que le cauchemar n'était jamais vraiment fini. On est resté figé devant la photo pendant au moins 1 minute sans prononcer un mot. Le silence pesait tellement fort qu'on aurait pu entendre le battement de nos cœurs. Hugo l'a prise du bout des doigts, comme si elle pouvait le brûler, puis l'a murmuré « Ce n'est pas possible ». J'ai voulu croire que c'était une mauvaise plaisanterie, un canular d'adolescent, un voisin farceur, mais quelque chose dans la netteté du cliché me disait que non. L'angle, la lumière, le moment précis. La photo avait été prise la veille au soir, au moment exact où nous étions entrés dans la maison. Pas 1 minute avant, pas 1 minute après. Quelqu'un savait qu'on reviendrait. Quelqu'un nous attendait. Hugo s'est mis à fouiller la terrasse du regard, puis le jardin, puis le canal, comme un animal traqué. Rien. Pas un bruit, pas une ombre. On a décidé d'appeler la gendarmerie, mais Hugo m'a arrêté avant que je compose le numéro. « Tu crois qu'ils vont nous croire ? Ils penseront qu'on se fait des films. » Et il avait raison. Après tout, nous étions 2 types revenus sur les lieux d'un cambriolage vieux de 4 ans, retrouvant une vieille photo sans preuve de menace. Alors on a décidé de comprendre par nous-mêmes. L'après-midi, on est descendu au port. Hugo voulait parler au gardien, un certain Monsieur Lemoine, un retraité sec et taciturne qui s'occupait des pontons depuis 20 ans. Il nous a accueillis avec méfiance, les yeux plissés, la peau tannée par le sel. Quand Hugo lui a parlé du bateau retrouvé près d'Oléron, il a hoché la tête lentement. « Oui, j'ai entendu. On en a parlé ici. Un type du coin a même dit qu'il avait vu ce bateau, ou du moins un bateau identique passé de nuit il y a quelques semaines. » Il s'est penché vers nous, baissant la voix. Mais ce n'était pas la première fois. Depuis 2 étés, des bateaux disparaissent puis réapparaissent ailleurs. Des gens disent que c'est une bande de braconniers ou de passeurs. D'autres parlent d'un type qui vit seul sur l'île du Pilier. Le nom m'a frappé. L'île du Pilier, minuscule, inhabitée, à 10 km au large. Hugo a noté le nom sans un mot. Avant de partir, le moine a ajouté « Faites attention à ne pas ruer ce qu'il vaut mieux laisser tranquille. » Ici, tout le monde se connaît, mais personne ne dit rien. En rentrant à la villa, le ciel s'était assombri. Une pluie fine commençait à tomber, rendant les pavés du quai glissants et brillants. Hugo s'est assis à la table du salon, la photo toujours dans la main. « On ne peut pas rester ici sans savoir, » a-t-il dit. Alors on a décidé d'installer des caméras. Il en avait 2 petites dans sa voiture, utilisées pour ses vidéos de drone. On les a placées, l'une sur la rambarde du balcon, l'autre près du portail donnant sur le canal. La nuit est tombée. On a dîné à peine, nerveux, silencieux. Le vent s'est levé, faisant claquer les volets comme des coups secs. Vers minuit, j'ai entendu le moteur d'un bateau au loin. J'ai voulu me rassurer, sûrement un pêcheur, mais le bruit s'est rapproché. Lentement. Régulier. Comme s'il glissait sur l'eau sans but précis. J'ai rejoint Hugo sur la terrasse. On ne voyait rien, juste des reflets mouvants. Puis soudain, une lampe torche s'est allumée sur la rive opposée, balayant la surface du canal. Elle s'est arrêtée sur nous, une fraction de seconde avant de s'éteindre.
Hugo a attrapé son téléphone, prêt à appeler la gendarmerie, mais le moteur s'est arrêté net. Le silence total. Même le vent semblait s'être tu. Puis, un claquement. Derrière la maison. On a sursauté. J'ai pris une lampe et on a longé le mur, prudemment. Le portail donnant sur la ruelle était entrouvert, et sur le sol, juste devant, quelqu'un avait déposé un objet. Une clé USB. Trempée par la pluie. Hugo l'a ramassée sans réfléchir. On est remonté dans le salon, l'avons branché sur son ordinateur. Il y avait un seul dossier, nommé 24-08-19. La date du cambriolage. À l'intérieur, 6 vidéos. La première commençait dans l'obscurité totale. Un souffle, un pas sur du bois, puis la lumière d'une lampe s'allumait. On voyait la terrasse, la piscine, nos serviettes encore mouillées. Une voix chuchotait. Ils dorment. Puis des bruits de pas précipités et des ombres bougeant dans la maison. Je sentais la chair de poule sur mes bras. Dans la 3e vidéo, on entendait une discussion entre 2 hommes. L'un disait « Prends les jouets, laisse le reste ». L'autre « Et le bateau ?» Le premier « On le prend, vite, ils croient qu'ils sont seuls ». Dans la 5e vidéo, la caméra montrait le visage d'un des hommes, à moitié éclairé, un tatouage sur le bras gauche. Karim avait raison. Ce tatouage, c'était celui du type qu'on croisait souvent au skatepark, un certain Dylan, un gars du village, connu pour ses magouilles. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. Hugo s'est levé brusquement, livide. « Tu comprends ?» Ce n'étaient pas des étrangers. C'étaient des gens d'ici. Il a sorti son téléphone et a tapé le nom sur Facebook. Dylan Le Breton. Son profil existait toujours. Dernière publication, une photo prise il y a 2 semaines sur un bateau, en pleine mer. Il a cliqué sur la photo. En arrière-plan, on reconnaissait la côte de Saint-Clair, le même quai, le même angle, le même arbre mort près de la maison. Putain, il est revenu. À cet instant, un bruit sec a résonné à l'extérieur. On a sursauté. Quelqu'un venait de frapper à la porte. 3 coups. Lent. Lourd. On s'est figé. Le téléphone d'Hugo s'est mis à vibrer. Numéro inconnu. Il a décroché, la main tremblante. Une voix, grave, calme, presque familière, a dit « Il ne fallait pas revenir, Hugo. » Puis plus rien. Le téléphone est tombé au sol. On s'est précipité vers la fenêtre. La rue était vide. Pas un bruit, pas un mouvement. Mais sur la baie vitrée, en lettres tracées avec de la boue, quelqu'un avait écrit « À demain ». On a passé la nuit sans dormir, enfermé, l'esprit en vrac. Le matin, j'ai voulu vérifier les caméras. Celle du balcon enregistrait encore. À 4h14, un visage est apparu. Flou mais net assez pour distinguer un regard. Il fixait directement la caméra. Et ce visage, je le connaissais. Ce n'était pas Dylan. C'était Karim. Je suis resté figé devant l'écran, incapable de parler. Le visage apparaissait clairement cette fois. Celui de Karim. Ou du moins quelqu'un qui lui ressemblait trop pour que ce soit une coïncidence. La caméra avait filmé à une distance de 2 mètres à peine, dans la lumière pâle de la lune. Ses yeux fixaient directement l'objectif, comme s'il savait qu'on regarderait un jour. Il ne bougeait pas, ne souriait pas, juste ce regard. Hugo s'est levé d'un bond, livide, le souffle court. « C'est pas possible. Karim est au Canada. » Je n'ai rien répondu. J'ai revu son dernier message, il y a 2 ans. « Montréal est incroyable, les gens sont cool, vous devriez venir un jour. » Mais son profil Instagram n'avait plus rien publié depuis des mois. Ni stories, ni photos, ni rien. Comme s'il s'était effacé du monde. On a repassé la vidéo plusieurs fois. À la fin, Karim tournait la tête vers la droite, puis l'image s'interrompait brusquement, remplacée par un écran noir. Un fichier corrompu.
Hugo s'est assis, la tête entre les mains. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? J'ai essayé de réfléchir, de chercher une explication rationnelle. Peut-être que quelqu'un avait trafiqué la vidéo, peut-être qu'il s'agissait d'un montage, mais tout sonnait trop vrai. Le lendemain, on a pris la voiture et on est allé à la mairie pour consulter les registres des propriétés du canal. Hugo voulait vérifier quelque chose. Il soupçonnait que la maison d'en face, celle d'où les premières silhouettes étaient apparues 4 ans plus tôt, n'était plus habitée. En effet, le propriétaire officiel, un certain Alain Dupont, était décédé 2 ans auparavant, et la maison avait été rachetée par une société immobilière basée à Montréal. Quand la secrétaire a prononcé le nom de la ville, j'ai senti la chair de poule sur ma nuque. Hugo a noté le nom de la société, Northlake Investments Inc. Une simple recherche sur Internet a suffi pour découvrir que l'un des associés portait le nom de famille Benhamar, le nom complet, Karim Benhamar. C'était lui, notre Karim. À partir de ce moment, tout s'est accéléré. On a quitté la mairie sans dire un mot, le cœur battant, les mains tremblantes. Dans la voiture, Hugo fixait la route sans cligner des yeux. Il savait, depuis le début, il savait que mon père cachait la clé du bateau. C'est lui qui les a aidés. Je n'arrivais pas à y croire. Karim, notre ami, celui qui riait plus fort que tout le monde, celui qui avait conduit jusqu'à Saint-Clair en chantant tout l'été. Pourquoi aurait-il fait ça? Et surtout, pourquoi revenir après tout ce temps? De retour à la maison, Hugo a reçu un mail sans expéditeur visible. L'objet ouvre la clé USB jusqu'au bout. À l'intérieur, un lien chiffré, comme un message crypté. J'ai hésité à cliquer, mais Hugo n'a pas attendu. Le lien a ouvert un dossier cloud, contenant un seul fichier audio. Une voix d'homme enregistrée dans un souffle. Je n'ai jamais voulu que ça finisse comme ça. Vous ne savez pas ce que vous avez vu cette nuit-là. Ce n'était pas qu'un vol. Puis un bruit d'eau, une respiration saccadée et un dernier mot. Presque murmuré. Saint-Clair. L'enregistrement s'est arrêté net. J'ai regardé Hugo, qui tremblait de tout son corps. C'est lui, j'ai dit. C'est Karim. Il a hoché la tête sans parler. On a pris la voiture à nouveau, direction le vieux hangar du port, celui où les pêcheurs entreposaient leurs casiers. Hugo pensait que si Karim était revenu, il s'était peut-être réfugié là. En arrivant, la pluie tombait en fine bruine, couvrant le bruit de nos pas. L'endroit sentait le sel, la rouille et la peur. Derrière une porte entr'ouverte, on a vu une lumière vacillante. Hugo s'est sorti un tournevis, a poussé la porte lentement. À l'intérieur, des caisses, des filets, des outils. Et sur une table, un ordinateur portable allumé. L'écran affichait un dossier nommé « Saint-Clair 2023 ». J'ai cliqué dessus. Des dizaines de fichiers, des vidéos, des photos, des plans du canal, des copies de registres immobiliers. Et au milieu, un document texte intitulé « Vérité ». On l'a ouvert. Les premières lignes m'ont glacé. Le vol du 24 août 2019 n'était pas un hasard. La maison des Martin cachait des documents appartenant à M. Martin lui-même. Des plans, des relevés. Quelqu'un voulait les récupérer. On m'a payé pour observer, pas pour voler, mais les autres ont pris plus. Trop. Je ne pouvais plus reculer. Hugo se lisait à voix haute, les mots tremblants. Puis il s'est arrêté. La dernière ligne disait « Si tu lis ceci, c'est qu'ils m'ont retrouvé. Je suis désolé, frère. » Soudain, un bruit dehors. Une ombre a traversé le faisceau de lumière du port. On s'est figé. Hugo a éteint l'écran, mais c'était trop tard. Une porte métallique a claqué. Des passeuses approchaient. On s'est caché derrière des caisses, retenant notre souffle. 2 silhouettes sont entrées. L'une portait une lampe torche, l'autre un sac. « Il était là », dit une voix grave. « Son ordi est encore chaud. » L'autre a répondu. « On efface tout et on dégage. » J'ai reconnu la voix immédiatement. C'était Dylan, celui du tatou. Les mêmes intonations, le même ton sec. Il a posé le sac sur la table et sorti un jerrycan. J'ai compris avant même qu'il ne parle. « On brûle tout », dit-il. Hugo m'a attrapé le bras. On devait sortir. Doucement, sans bruit. Mais en reculant, mon pied a heurté une boîte en fer. Le bruit a résonné comme un coup de feu. Dylan s'est tourné, la lampe plein sur nous. « Qui est là ?» On a couru. Les pas derrière nous résonnaient sur le béton. Hugo a ouvert la porte de service et on s'est précipité dehors. La pluie nous fouettait le visage. Le vent hurlait. On a couru jusqu'à la voiture, mais Hugo s'est trébuché. J'ai voulu l'aider, mais une silhouette s'est dressée devant moi. Dylan, trempé, le regard fou. Il cria
Vous ne comprenez rien. Vous croyez que c'est Karim, c'est lui la clé, mais ce n'est pas lui le problème. » Il leva la main, une autre silhouette est apparue derrière lui. Une silhouette plus grande, capuche sur la tête, et quand la lumière du port a frappé son visage, j'ai senti tout mon corps se figer. Ce n'était ni Karim, ni Dylan, c'était le père d'Hugo. Le temps s'est arrêté. La pluie s'est mise à tomber plus fort, et tout autour de nous, le monde semblait s'effacer. Le père d'Hugo se tenait là, trempé, le visage tendu, les traits tirés, les yeux brûlants d'une colère froide. Hugo a reculé d'un pas, la voix tremblante. « Papa ? Mais qu'est-ce que tu... » Il n'a pas eu le temps de finir. L'homme a levé la main pour le faire taire. « Vous n'auriez jamais dû revenir ici, » a-t-il dit d'une voix rauque. Dylan, derrière lui, baissait les yeux, comme un chien coupable. J'ai senti la peur grimper en moi, une peur primitive, celle qu'on ressent quand on comprend qu'on a mis le pied sur un terrain qu'on ne maîtrise pas. Le père d'Hugo, Philippe Martin, s'est approché lentement, la lampe torche éclairant son propre visage. Ce n'était plus le même homme que j'avais connu à 17 ans, celui qui riait fort, qui sentait la crème solaire et le vin blanc. Celui-là avait les traits d'un homme brisé, rongé par quelque chose de trop lourd. « Vous avez ouvert une porte qu'il fallait laisser fermer, » a-t-il dit. Hugo, tremblant, a crié « Tu étais là cette nuit ? Tu étais là au moment du cambriolage ?» Philippe Martin a gardé le silence quelques secondes, puis il a soupiré. « Oui, mais pas comme tu crois. » Il a regardé Dylan, puis moi. J'ai voulu protéger ma famille. C'est pour ça que tout a commencé. Il s'est tourné vers Hugo, la voix plus douce. Ce n'était pas un simple cambriolage. Cette maison, elle cachait des choses qui ne m'appartenaient pas. Hugo a secoué la tête, les yeux écarquillés. « Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ?» Philippe a repris. « Ton grand-père travaillait dans l'administration maritime, tu le sais. Ce que tu ignores, c'est qu'il a détourné des fonds, falsifié des documents pendant des années. Quand il est mort, j'ai hérité non seulement de la maison, mais aussi de tout ce qu'il avait caché, des disques durs, des relevés bancaires, des contrats offshore. J'ai voulu tout détruire, mais quelqu'un d'autre les voulait. » Il s'est arrêté un instant, le regard perdu. « Karim les a découverts par hasard, il venait souvent ici, tu te souviens ? Il m'a vu les manipuler un jour, je l'ai menacé, il a dit qu'il s'en foutait. Mais il en a parlé à des gens dangereux, ceux qui sont venus cette nuit-là. » Le vent sifflait dans le port, la pluie battait contre les tôles. J'avais du mal à respirer. Hugo fixait son père, incapable d'articuler un mot. Philippe a repris plus bas. « Karim n'était pas avec eux. C'est lui qui m'a prévenu. Il m'a dit qu'il comptait venir. J'ai essayé de les devancer, de tout récupérer avant qu'ils arrivent, mais je suis arrivé trop tard. Ils ont tout pris. Et quand ils ont compris que je savais, ils m'ont fait taire. » Il a montré Dylan du doigt. Lui, il travaillait pour eux. Mais les autres, ils sont morts, tous, dans un accident de bateau quelques jours plus tard. Dylan a serré les poings, visiblement prêt à exploser. « Tais-toi, vieux fou! Tu crois que t'es innocent? C'est toi qui as lancé tout ça. Si t'avais pas volé ce fric, rien de tout ça serait arrivé. » Philippe s'est tourné vers lui, la lampe tremblante. « Tu penses que je ne le sais pas? Tu penses que je dors la nuit ?» Il a sorti une clé de sa poche, la même que celle trouvée dans le sac sur le bateau. Cette clé, c'est la seule chose qu'ils n'ont jamais eue. Elle ouvre un coffre dans la maison. Tout ce qu'il cherchait est encore là. Il a regardé son fils. J'ai remis cette clé dans mon coffre-fort. Je suis revenu pour le brûler, pour tout effacer. Hugo a fait un pas vers lui. Alors pourquoi ne pas l'avoir dit? Pourquoi ces mensonges? Pourquoi nous faire passer pour des victimes? Philippe a détourné le regard. « Parce que je ne pouvais pas supporter ton regard. Parce que je ne voulais pas que tu saches qui j'étais vraiment. » Une larme a roulé sur sa joue. Le silence est retombé. Puis, un bruit de moteur a éclaté dans le lointain. Un bateau. Philippe a levé la tête, inquiet. Dylan a reculé les yeux écarquillés. « Ils sont là. »« Qui ?» ai-je demandé. Il n'a pas répondu. Le moteur se rapprochait, plus fort, plus rapide. On a entendu des éclats de voix, des ordres, des bruits métalliques. Hugo a attrapé mon bras. Il faut partir. Mais Philippe,
Lui ne bougeait pas. Il a regardé son fils une dernière fois. « Prends cette clé et va-t'en. » Hugo a refusé, mais son père lui a fourré la clé dans la main de force. « Cours !» Nous avons couru. Derrière nous, les pas se sont multipliés. Des silhouettes sont surgies dans la pluie, des lampes balayant les hangars, des hommes, 3 ou 4, vêtus de noir. Dylan a crié quelque chose, mais une détonation a couvert sa voix, le son sec, brutal d'une arme. Hugo m'a tiré par la manche. Nous nous sommes engouffrés entre 2 conteneurs glissant sur le béton mouillé. Un cri, puis un autre coup de chant. La lumière d'une lampe a balayé la zone, trop proche. J'ai entendu Philippe crier le nom de son fils, puis plus rien. Le moteur du bateau rugissait de plus en plus près. Nous avons couru jusqu'à la voiture, essoufflés, trempés, tremblants. Hugo a démarré sans un mot. Dans le rétroviseur, nous voyons les hangars s'éloigner, les flammes s'élever. Le port brûlait. Nous avons roulé toute la nuit sans nous arrêter, sans parler. À l'aube, nous nous sommes réfugiés dans une station-service. Hugo fixait la clé dans sa main. « Tu crois qu'il est marre ?» a-t-il murmuré. Je n'ai rien dit. À cet instant, j'ai su que ce ne s'agissait plus seulement d'un secret de famille. Quelqu'un, quelque part, voulait effacer toute trace de cette histoire. Et maintenant, nous étions les derniers à savoir. Hugo a fermé la main sur la clé et a soufflé. Nous allons ouvrir ce coffre, et cette fois, nous irons jusqu'au bout. Le soleil n'était pas encore levé quand on est arrivé à Saint-Clair. La route côtière était déserte, le ciel gris, le vent chargé d'humidité. On avait roulé toute la nuit, sans musique, sans un mot. Le silence pesait entre nous comme une barrière. Hugo serrait toujours la clé dans sa main, comme si c'était tout ce qui lui restait de son père. Ses yeux étaient rouges, mais il ne pleurait pas. Pas encore. On s'égarait devant la villa, la même maison blanche, immobile, impassible. Tout semblait normal, et c'était justement ça le plus anormal. La mer au loin était d'un calme irréel, comme si elle aussi retenait son souffle. On est entré. La maison sentait l'humidité et le sel, un mélange familier mais sinistre à la fois. Hugo s'est dirigé directement vers le bureau du rez-de-chaussée, celui de son père. Il savait où aller. Sous la bibliothèque, derrière une latte du parquet légèrement plus claire que les autres, il y avait une trappe. Il l'a ouverte, révélant un petit coffre métallique rouillé. Il a inséré la clé, hésitant une seconde, puis a tourné. Le clic sec du mécanisme a résonné dans toute la pièce. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent, pas de bijoux, pas de documents bancaires comme on s'y attendait, juste un dossier en cuir noir, un disque dur et une enveloppe scellée. Hugo a sorti l'enveloppe et l'a ouverte d'un geste sec. À l'intérieur, une lettre, datée d'août 2019, signée de la main de son père. Il a commencé à lire à voix haute, d'une voix brisée. « Hugo, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas eu le courage de te dire la vérité. Tout ce que tu crois savoir est faux. Cette maison, ce canal, ce bateau, tout cela a servi à cacher ce que ton grand-père a fait. Mais la vérité, c'est que j'ai continué. J'ai profité du système que lui avait créé. J'ai trafiqué, menti, blanchi. Et quand tout a commencé à s'effondrer, j'ai voulu tout effacer. Mais d'autres ont voulu m'en empêcher. Karim en faisait partie. Ce n'était pas un voleur. Il travaillait pour eux. Il m'a trahi, mais il a essayé de me prévenir trop tard. » Hugo a levé les yeux vers moi, tremblant. Il a continué. « La nuit du cambriolage, j'étais déjà là. J'ai tiré le premier coup de feu. Pas sur eux, sur moi-même, sur mon passé. Je voulais que tout disparaisse. Mais la mer garde tout. Toujours. » La lettre s'arrêtait là. Pas de signature, juste une tache d'encre et une phrase griffonnée à la hâte. « Ne fais pas la même erreur. » Hugo a laissé tomber la feuille, hébété. J'ai ouvert le dossier en cuir. À l'intérieur, plusieurs photographies jaunies, des cartes maritimes, des documents avec des logos officiels et surtout une série de photos aériennes de la côte. Certaines montraient le port, d'autres l'île du Pilier, mais une attirait mon attention. Sur l'image, on voyait un hangar isolé, celui où tout avait brûlé la veille. Et sur le toit, écrit en grandes lettres à la peinture blanche, « K ». J'ai compris avant lui. Ce symbole, ce n'était pas un hasard. Karim avait tout prévu. Il n'était pas mort. Peut-être n'avait-il jamais quitté Saint-Clair. Peut-être qu'il observait encore. J'ai branché le disque dur à l'ordinateur du bureau. Des dizaines de dossiers apparurent, des vidéos, des enregistrements audio, des échanges cryptés. L'un d'eux portait le nom de « Marée basse ». À l'intérieur, une suite de vidéos datées de 2018 à 2023. Certaines montraient la maison, filmée de loin, d'autres des rencontres sur le port entre Philippe Martin et des hommes inconnus. Mais les dernières étaient différentes. Elles dataient d'à peine 2 semaines. On voyait Hugo, moi, entrant dans la maison, installant les caméras, dormant à l'étage. Tout ce qu'on avait fait depuis notre retour.
Quelqu'un filmait, en direct, depuis dehors. J'ai senti mes entrailles se nouer. Hugo a reculé d'un pas. Ce n'est pas possible. Il a ouvert la fenêtre regardant autour, mais le canal était vide. Juste un léger remous sur l'eau, comme une respiration. Puis, un bruit. Un petit bip discret. Je me suis tourné. Sur l'écran, une fenêtre s'était ouverte automatiquement. Un message. « Je vous avais prévenu ». Hugo a crié et a arraché la prise du disque dur. L'écran est devenu noir. Le silence est retombé. Lourd. Irréel. On est resté là, figé, sans savoir quoi faire. Puis, lentement, un bruit a monté depuis le jardin, un moteur encore. Le même son que cette nuit-là. On s'est précipité dehors, mais il n'y avait rien, juste des traces d'eau sur le quai, fraîches, récentes. Hugo a hurlé le nom de Karim dans le vide. Aucun écho. Puis, derrière nous, un claquement sec. La porte d'entrée venait de se refermer toute seule. Je me suis approché, j'ai essayé de l'ouvrir, verrouillé, de l'intérieur. On s'est regardé. Dans le salon, la télévision s'était allumée toute seule. L'écran diffusait une image, la vidéo d'un visage. Karim. Son expression était calme, presque triste. Il a parlé d'une voix grave. « Si vous voyez ceci, c'est que Philippe n'a pas réussi. Ce coffre, cette clé, cette maison, tout ça n'était qu'un leurre. Le vrai dossier n'a jamais été ici. Il est là où tout a commencé. » L'image s'est figée sur son regard. Hugo a murmuré. « Le canal. » On s'est précipité dehors. Le jour se levait enfin, une lumière blanche et froide glissant sur l'eau. On a pris la barque amarrée au port, celle de Philippe, restée intacte. On a descendu le canal lentement, cherchant un signe. À un moment, Hugo a vu quelque chose sous la surface, un éclat métallique. Il a plongé sans réfléchir. J'ai crié, tenté de l'arrêter, mais il a disparu sous l'eau. 1 minute, 2, 3, puis il est remonté haletant, tenant dans ses mains une boîte étanche. Il l'a ouverte. À l'intérieur, un autre disque dur, plus ancien, plus lourd, dessus un autocollant « P. Martin, archive ». Il l'a serré contre lui. « C'est fini », il a soufflé. Mais je savais qu'il se trompait. Rien n'était fini. Parce qu'au moment où il a dit ces mots, un bruit a résonné derrière nous. Un autre moteur. J'ai levé les yeux. Au loin, un bateau approchait, sans lumière, rapide, silencieux. J'ai crié à Hugo de se dépêcher. Il a essayé de redémarrer le moteur de la barque, mais il refusait. Le bateau se rapprochait, de plus en plus. J'ai vu 3 silhouettes à bord. Une d'elles tenait quelque chose dans la main. Puis, un flash. Pas une arme. Une lumière. Encore une. L'appareil s'est déclenché dans notre direction. Le bateau a ralenti, puis a tourné, puis est disparu derrière les arbres. On est resté seul, le cœur battant. Hugo fixait la boîte trempée sur ses genoux. « Il ne veut pas nous tuer », il a dit doucement. Je n'ai pas répondu. On est rentré à la villa sans parler. Le disque dur reposait sur la table, goûtant encore. Hugo voulait l'ouvrir, mais j'en en ai empêché. Pas maintenant, pas ici. Il m'a regardé longtemps, puis a hoché la tête. On a quitté la maison au lever de jour. Sur le quai, avant de partir, j'ai jeté un dernier regard à la façade blanche. Et c'est là que je l'ai vu. Un reflet, dans la vitre du salon. Un visage. Pas celui de Philippe, ni de Karim, ni même d'Hugo. Mon visage. Mais plus euvué, plus usé. Comme si quelqu'un, quelque part, filmait cette scène depuis longtemps, attendant la fin. J'ai détourné les yeux. Hugo a mis le moteur en marche et la villa s'est éloignée lentement derrière nous. Sur la banquette arrière, la boîte vibrait légèrement, comme si le disque à l'intérieur tournait encore. Le soleil se levait sur la mer. Saint-Clair-sur-Mer redevenait calme, silencieuse, presque paisible. Mais je savais que sous cette surface tranquille, tout bougeait encore. Les secrets, les ombres, les visages. La mer garde tout, toujours. Et tôt ou tard, elle rend ce qu'on lui a pris.